Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité spécial, un invité qui a un métier qui n'existait pas avant qu'il l'invente. Explorateur du futur du travail. En 2019, il part 6 mois autour du monde, une dizaine de pays, plus de 300 pionniers rencontrés. Tout ça pour comprendre une seule chose, comment on va travailler demain. Depuis, il en a fait 6 documentaires, un par an, parmi ceux-ci Work in Progress, AI at Work, Skills et le tout dernier sorti ce printemps, Management Work It Out. Mais ce n'est pas tout. Il écrit une newsletter, Le billet du futur, il a monté un comedy club pour rire du travail, il a écrit des BD, et là il lance le WIP Club. Son truc à lui, c'est du terrain, pas de théorie, zéro bullshit, c'est lui qui le dit. Mais il a une vision aussi résolument optimiste du travail, et nous, on est là pour le mettre à l'épreuve. Samuel Durand, bienvenue. Salut Florent, merci pour l'invitation. Merci Samuel d'être présent, merci d'être venu dans nos locaux à Rennes. Très sympa à toi. L'idée c'est de passer un petit moment ensemble. Je pense que beaucoup de gens te connaissent, beaucoup de gens j'espère ont vu tes documentaires. J'espère. S'ils les ont pas vus, je mettrai le lien vers c'est Weeb Documentary, je crois. Ouais, c'est ça. weebdocumentary.com. Voilà, c'est ça. Joué. Je mettrai le lien vers l'URL. Vous pouvez regarder ou re-regarder les documentaires. Mais tu as aussi des nouveautés. On va en parler. Avant toute chose, pour les quelques personnes, les quelques RH qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et évidemment pas te présenter très scolairement. Moi, j'ai quelques questions. Déjà, une première, c'est tu es étudiant à Grenoble, école de management, c'est ça ? Et tu pars 6 mois autour du monde rencontrer des pionniers du travail. Mais qui fait ça ? Quand on est en école de commerce, personne n'a l'idée saugrenue d'aller faire le tour du monde, rencontrer, on fait plutôt des stages dans la finance, dans le commerce, dans le marketing, enfin j'imagine, étudiant d'école de commerce. C'est plutôt ça, c'est parti faire mes amis. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour pas faire comme tout le monde ? Eh bien, je pense que c'est un peu un hasard sur la thématique. Par contre, moi, ça m'a semblé tout à fait naturel de ne pas faire de stage parce que 2 ans avant cette année de césure, je rentre du coup dans cette école et je crée une première boîte qui est une marque de vêtements avec 2 amis à moi et je démarre aussi des missions en freelance. À l'époque, c'était la mode de crème de la crème qui mettait en relation des étudiants avec des entreprises qui cherchaient à faire des missions. Et donc, pendant mes 2 premières années d'école, avant l'année de césure où tu fais ces stages, normalement, je goûte au travail de façon très autonome, je gagne de l'argent et j'apprends. J'apprends énormément sur des sujets qui m'intéressent, beaucoup plus que ce que j'apprends en cours d'ailleurs, parce que j'expérimente tout de suite. C'est-à-dire que concrètement en marketing, j'apprends, c'est le début de l'influence, c'est le début des Facebook Ads, Meta, donc j'apprends à optimiser des campagnes, j'apprends à solliciter des influenceurs, à leur faire un brief, tu vois, et à faire la pub, ce que je fais pour ma marque et ce que je vends ensuite en presta à des clients. Donc, quand arrive l'année de césure, j'ai déjà goûté au travail de façon autonome, je gagne mieux ma vie que ce que j'aurais gagné avec un stage à l'époque, et j'apprends énormément.
Donc, je suis pas hyper tenté par les stages en costume à la Défense qu'on nous propose, tu vois, qui m'ont pas l'air très fun. Même s'il y a d'autres stages aussi, par ailleurs, qui sont bien plus sympas que ça. Mais quand même, ça me chauffe pas trop. Et je pense que c'est à cette période où je lis des premiers bouquins, je me rappelle de Rework, qui m'avait marqué, de Basecamp. Des premiers bouquins, des premiers podcasts qui parlent de nouvelles façons de travailler, de boîtes qui ont des pratiques innovantes. Et je me dis, puisque le travail qu'on me propose aujourd'hui me plaît pas trop, allons voir ce à quoi pourrait ressembler le travail de demain, mais sous-entendu, des boîtes qui organisent le travail différemment. Et je me lance sans du tout avoir la moindre idée que ça allait me mener sur des documentaires et sur une vraie activité. Pour moi, c'était juste un projet de césure à l'époque. Ok. Et je me mets le pied là-dedans et j'en suis jamais sorti, effectivement, 7 ans après. Ok. Et c'est là où tu lances la première chose que tu lances, c'est Billets du futur, en fait. Ouais, le Billet du futur, c'est la newsletter que je commence à écrire. Que tu écris jeune, en fait, pour le coup. T'as pas une expérience pro de fou, mais tu te lances dessus. Non, on est en 2019 et je pars pour faire une centaine de rencontres dans le monde de ces boîtes qui améliorent bien-être et performance au travail de plein de façons différentes. Et je me dis, je vais juste raconter tout ce que je vois, tous les gens que je rencontre. Et donc, je pars d'une newsletter qui a 0 abonnés. Quand je rentre de ce petit tour du monde, je pense qu'elle doit être à 250, peut-être 300. Les early adopters. Les early adopters qui ont commencé à suivre. Il y en a quelques-uns qui vraiment suivent assidûment, qui trouvent ça génial. Et puis, ça démarre comme ça. Aujourd'hui, on est plus de 11 000, je crois, sur cette newsletter. Mais elle a grandi tout doucement, tu vois. En 6-7 ans, c'est pas non plus astronomique parce que j'ai jamais cédé aux appels de phare des lead magnets, tu vois, et de tous mes amis marketeurs qui me disaient de faire d'autres trucs. Je vais pas y aller à faire ça. On va rester clean. Et du coup, t'as fait un rapport? T'as fait un rapport d'études? Ouais, carrément. En fait, l'idée saugrenue m'est venue de me dire, je vais condenser tous mes apprentissages dans un gros PDF de 250 pages. Qui était un rapport d'études, mais c'était pas un rapport d'études dans le sens académique demandé par mon école, parce que c'était pas du tout quelque chose qui était demandé. Et d'ailleurs, il fallait faire, c'est pas une thèse, c'était un, je sais pas quoi, pour le master, il fallait leur envoyer un truc, et j'ai renvoyé mon rapport, et je crois que j'ai eu 10, tu vois, tout juste la moyenne, parce que c'était pas quelque chose qui leur correspondait, c'était pas académique, mon truc. Ouais, t'es pas dans le schéma classique des profs. Ça marchait pas trop. Ok. Donc aujourd'hui, t'es ni DRH, t'es pas consultant RH, au sens traditionnel des choses. Pourtant, tu parles au RH toute la journée, très souvent en tout cas. Pour toi, c'est un avantage de pas être DRH et pas être consultant RH pour parler au RH, ou tu as un syndrome de l'imposteur permanent? Non, j'ai jamais trop eu le syndrome de l'imposteur. DRH, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, j'ai plusieurs personnes qui écoutent ce que je raconte généralement dans les conférences. T'as des DRH, t'as des dirigeants, et t'as des profils de managers, majoritairement, tu vois, dans les salles. Et RH, je trouve que c'est un public qui est super intéressant. Moi, j'ai le plaisir de faire beaucoup de projections avec eux. Je pense pas... Je sais pas si c'est un avantage, parce qu'en fait, je connais des DRH qui ont aussi ce pas de recul, tu vois, cette curiosité pour aller réfléchir un peu à l'avenir de la fonction, essayer de sortir un peu de ce qui se fait habituellement. Donc, t'en as d'autres qui sont DRH, qui sont opérationnels et qui, en même temps, arrivent à avoir du recul. Mais effectivement, le fait d'avoir beaucoup de temps, ce que par définition un RH n'a pas trop, parce qu'il a déjà beaucoup de travail dans sa gestion de l'opérationnel, je pense, m'aide à faire ces pas de côté qui me permettent de faire ces films-là. Ok, très clair. On va revenir sur ces films. C'est quoi la conviction du travail que tu défends, ou que tu défendais à tes débuts, et qu'aujourd'hui tu défends plus, ou ta vision a totalement changé en fait? Je sais pas si tu as vu mon premier film, Work in Progress. Mais il y a une vision beaucoup trop naïve du travail, tu vois. D'ailleurs, c'est le seul des 6 documentaires que je diffuse quasiment plus. On peut toujours le trouver en ligne, tu vois, mais j'en parle pas et j'en fais pas la promotion. Je trouve que dans ce documentaire, pour moi, donc, je rentrais de ce tour du monde, j'avais vu plein d'indépendants, j'avais vu des boîtes en full remote, on était juste avant le Covid arrive, et là, moi, je me dis, mais en fait, le salariat, c'est terminé. Maintenant, on ne va bosser que à distance, on va tous être indépendants. Et pour moi, c'était ça l'avenir du travail, tu vois. Et donc, il n'y a pas que ça dans ce documentaire, mais il y a quand même cette vision-là de dire, si vous n'êtes pas indépendant et full remote, vous êtes mal. Vous êtes mal. Vous ne tirerez pas votre épingle du jeu. Et ça, c'est clairement une vision naïve qui a largement évolué. Et si on regarde les documentaires suivants, c'est loin d'être ce que je raconte. Clairement. Évidemment. Mais ça, c'est, je pense, le premier truc sur lequel j'ai beaucoup évolué. On te l'a reproché, ça, ou pas? Pas tellement, non. Parce que c'était ton premier reportage, c'est aussi ça qui t'a fait connaître?
Bah, étonnamment, le premier a été beaucoup diffusé aussi. Hein. Il a bien marché. Ouais. Et c'est ce qui a lancé la suite aussi. Hein. Mais quand je le revois. T'étais le premier à faire un reportage sur le sujet, hein, pour être très clair. À part des reportages qu'on trouvait à la télé, sur Arte ou sur France 5, etc. Les formats France TV. Ouais. Les formats France TV ou des formats Capital avec tous les billets de ces formats-là. Il n'y avait rien. Là, il n'y avait pas grand-chose. Et mais surtout, moi, je pense que j'ai eu une chance inouïe. C'est que, tu sais, quand j'ai fait mon petit tour du monde, là, on est juste avant le Covid. Quand j'écris mon rapport d'études, on est juste avant le Covid. Au moment où je sors mon premier documentaire, il y a le Covid qui est passé par là. Et donc, ce sujet qui était niche devient très mainstream, en fait, des transformations du travail. Et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à ce que le premier documentaire soit un succès. L'autre sujet, je parlais beaucoup des digital nomades, tu vois, à l'époque. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup évolué. J'en parle quasiment plus. Et heureusement, il y a plein de choses qui ont évolué entre le premier et les suivants. Ok. Tu as rencontré, j'ai dit, plus de 300 pionniers en 7 ans. C'est énorme. Il y en a qui t'ont marqué au point peut-être toi-même de changer tes pratiques? Difficile de dire que ça m'a fait changer des pratiques moi personnellement, parce que c'est des pionniers qui ont mis des choses en place dans leur boîte, tu vois, et comme moi je suis tout seul, j'ai pas ce fonctionnement là. Par contre, il y en a plein qui, il y a des penseurs du travail qui ont vraiment chamboulé ma vision du travail. Il y en a qui t'ont vraiment marqué? Ouais, moi je pense à James Sussman, anthropologue qui a écrit Le travail, la grande affaire de l'humanité, perspective historique que je trouve absolument fascinante. Lui, c'est une interview que j'ai trouvé géniale. Laetitia Vito, évidemment, qu'on connaît bien, si on suit mes travaux, qui a été mon mentor, mon ami aujourd'hui. Qui a un newsletter de fou aussi. Sa newsletter est géniale, et son bouquin, qui peut-être n'est pas le plus connu parce que c'est un des plus vieux qu'elle a écrit, mais Du labeur à l'ouvrage, pour moi, ça reste la meilleure vision du travail que j'ai envie de défendre. En fait, on peut tous s'éclater, et pour ça, il faut arriver à retrouver les valeurs de l'artisanat dans tous les métiers. Et ça, je pense que t'as dit ça, t'as tout résumé. C'est plus complexe que ça, mais ouais, elle, et après dans des pionniers, dans des vrais exemples un peu concrets, tu vois, moi, j'ai été très marqué par Atelier Tuffery, partir d'une contrainte très forte de j'ai pas les compétences sur un métier que j'essaie d'exercer. Et en fait, je recrute des gens qui ont envie, qui ont le temps d'apprendre, et je les forme avec une polyvalence totale, que j'arrive à donner la flexibilité à des métiers qui n'en ont pas habituellement. Ça, je trouve que c'est trop fort. Sur un métier pénible, en plus. Moi, j'aime bien, en fait, j'ai l'impression, les boîtes avec des métiers pénibles. Tu vois, j'ai un truc sur lequel qu'on m'a toujours reproché au début. C'était rigolo, ça. Quand je filmais avec des boîtes col blanc, plutôt de métier de bureau. Et les gens me disaient... Donc, il y avait des pratiques de ouf, tu vois, en mode, je pars avec semaine de 4 jours, vacances illimitées. Des trucs qui font un peu effet waouh. Et ou même du télétravail, ce que tu veux, des pratiques en gros qui améliorent vraiment le bien-être. Et à chaque fois on me disait non mais attendez, ça c'est un truc de col blanc, ça marcherait pas sur des métiers pénibles, ou ces histoires d'engagement, ça marche pas quand on bosse à l'usine, ça marche pas quand on bosse dans... Et puis non mais vous dites ça, mais on peut pas s'éclater dans tous les métiers. Et moi, ma conviction, c'est qu'en fait, on peut s'éclater dans tous les métiers et dans peu importe ce qu'on fait. Ça dépend juste du management, ça dépend de l'environnement de travail, ça dépend du leadership, ça dépend d'un tas de facteurs. Ça dépend de facteurs individuels aussi, du choix qui va être fait par la personne. Et donc, j'ai pris le soin ensuite, dans tous les documentaires, d'aller filmer dans des métiers dits pénibles. Soit parce qu'il y a une pénibilité reconnue, soit parce qu'on estime à l'échelle de la société que c'est un métier dévalorisé ou pénible. Tu vois, on a filmé avec des agents de propreté, avec Clinitex, on a filmé avec des couturières, effectivement, chez Atelier Tuffery. On a filmé dans des usines, tu vois, chez Saint-Gobain, par exemple, ou chez Michelin, dernièrement. Donc sur des 3.8, sur des chargements de pneus. Et dans des ports, on a filmé dans plein d'endroits, tu vois, dans lesquels je te dis, le métier est pénible, pour montrer que même dans ces métiers-là, tu as des gens qui te regardent dans les yeux et qui te disent à quel point ils aiment leur job, et ils t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils aiment leur job, à quoi ça tient. Et de dire, en fait, si dans ce métier-là, la personne t'explique pourquoi est-ce qu'elle aime son job, tu peux pas m'expliquer que ça fonctionne pas, et que c'est un mépris de classe, en fait, de dire non, mais c'est un populisme du travail, en fait, de dire il y en a qui peuvent et d'autres qui peuvent pas. Dans le reportage Michelin, c'était flagrant. Cet homme qui était vraiment pas bien, qui écrit son livre, qui aujourd'hui, limite, il veut plus partir en retraite, quoi. Ouais, bah ils bossent, hein. Écoute, je crois qu'ils ont fêté il y a pas longtemps leur 100e conférence, Jean-Michel Frixon et Jean-Christophe Guérin, le duo improbable. Ouais, c'est un reportage que je peux que vous encourager à rester. Alors justement, tu as dit tout à l'heure, je suis tout seul. Néanmoins, tu n'es pas tout seul pour réaliser tous ces reportages. Tu bosses justement comment, concrètement, au quotidien? L'idée, c'est quoi ton style managérial, du coup? Parce que ce ne sont peut-être pas tes collaborateurs, mais ce sont des personnes que tu fais travailler, ce sont des fournisseurs, alors si on était, ou des prestataires, selon les termes qu'on peut utiliser. Mais comment toi, tu vis ces relations-là avec ces gens? Ce sont des prestats, des fournisseurs, des amis qui bossent avec toi? Comment tu vis les choses?
Alors, officiellement, juridiquement, ce sont des prestataires. Dans la réalité, je fonctionne beaucoup à l'affect. Je bosse que avec des gens avec qui je m'entends très bien. Vous passez du temps ensemble. Hein. On passe beaucoup de temps ensemble. On voyageait ensemble en plus. Donc évidemment, il y a les réalisateurs qui sont les mêmes depuis le début. Florent et Guillaume qui sont les mêmes qui réalisent tous mes documentaires et avec qui je m'entends hyper bien. C'est devenu des amis, évidemment. On voyage énormément ensemble. On parle quasiment tous les jours, tu vois. Après, je travaille avec, je dirais, entre 3 et 5 freelance indépendants qui, pour certains, 2-3 jours par semaine. Pour d'autres, c'est plus ponctuel, ça dépend des moments. Et pareil, c'est que des gens avec qui je m'entends hyper bien, qui deviennent des amis au fur et à mesure des collaborations. Et je fonctionne comme ça, que à l'affect. Et donc, il n'y a pas de style managérial parce qu'il n'y a pas de management à proprement parler. C'est une organisation où chacun est hyper autonome, chacun est très bon dans son domaine, ce qui fait que moi, j'ai quasiment rien à faire. Et quand on se voit, ce n'est que pour des moments de plaisir, parce qu'en fait, le travail est effectué à d'autres moments ailleurs. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, moi, dans mes entreprises, j'ai des salariés, mais j'utilise aussi beaucoup de services d'indépendants. Ouais. Mais j'ai jamais choisi un indépendant sur Malte. Moi, je dis Malte, je pourrais dire autre chose. Hein. Ok. Et je me vois pas y aller. En fait, je n'ai choisi que des gens que soit je connais ou de réseau qu'on m'a vraiment recommandé, avec qui j'ai échangé, moi ou mes équipes. Et puis on s'est dit, ok, go, on bosse ensemble et on crée quelque chose ensemble. Ouais. T'en penses quoi, toutes ces plateformes plateformes digitales, hein, j'entends, qui rassemblent des milliers, des dizaines de milliers d'indépendants. Tu y crois, toi, vraiment, à ces trucs-là? Bah ouais, parce que ça marche, tu vois. Je pense que à l'échelle d'une grande entreprise, tu vois, t'es une boîte du CAC 40. Difficile de juste se dire que tu peux organiser des collaborations fiables en fonction des relations que tes collabs vont pouvoir nouer. Surtout si tu es un grand groupe, tu vois, tu fais une super collab, mais en fait, il y a quelqu'un d'une autre entité qui a besoin de cet indépendant, et si tu n'as pas soit un pool d'indépendants que tu organises, soit un Malte ou autre, t'as pas accès à cette personne parce que ça dépend que de la relation de un Gugus avec un autre Gugus, et en fait, c'est dommage, tu perds une super compétence. Et je trouve que c'est intéressant dans le mix des différents statuts de pouvoir avoir un pool d'indépendants qui gravitent autour de ta boîte avec lesquels tu peux bosser régulièrement. Par contre, dans le cas de figure dans lequel t'es toi et moi, tu vois, et des petites sociétés, oui, enfin, pour moi, ça marche au feeling. Le fait qu'on ait envie de bosser tient aussi au fait qu'on a du plaisir. Tu vois, quand t'es indépendant, on te dit que c'est génial, tu dois pouvoir bosser quand tu veux, où tu veux. Certes, mais c'est pas ça qui change énormément. Je trouve que la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir les gens avec lesquels tu bosses, à la fois tes clients et tes prestats. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir choisir et d'avoir que des gens avec qui je m'entends trop bien. Et c'est effectivement que de l'affect. Ok. Alors, si on vient sur les reportages, le dernier reportage, pardon. C'est pas des épisodes en tant que tel, mais presque. Hein, limite. Quasiment, c'est une série, un par an, c'est ouais. une série, ouais. Management Work It Out, donc est sorti en 2026. On a eu la chance tu l'as présenté, tu continues à le présenter d'ailleurs dans pas mal de salles. Pourquoi ce sujet que maintenant? Pourquoi le management maintenant, alors que c'est un sujet qui existe depuis la nuit des temps, depuis que le travail existe, quoi, globalement. Pourquoi t'as fait ce choix? T'as pas fait ce choix-là en premier, en tout cas? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'avais pas trop envie d'y aller parce que justement, je me disais, c'est un sujet sur lequel tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Donc compliqué d'amener de la fraîcheur. Et en même temps, c'était une thématique qui revenait un peu en filigrane de toutes les explorations précédentes. Et donc, assez rapidement, je me disais, mais c'est quand même c'est un levier qu'il faut qu'on déverrouille, en fait. Il faut qu'on arrive à avoir des clés de réponse aussi là-dessus pour pouvoir déverrouiller d'autres sujets derrière encore. Donc j'ai fini par le faire en me disant c'est une vraie prise de risque parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait sur ce documentaire, donc difficile d'aller trouver des trucs un peu neufs, un peu futuristes. Et en fait c'est celui qui marche le mieux de loin de tous les documentaires. C'est le meilleur démarrage, c'est le plus de demandes d'intervention, c'est le plus de projections en autonomie, c'est le plus d'achats en ligne. Enfin, c'est fou comme ça. Ah oui, sur les métriques, toi tu le vois quoi. Ouais, sur les métriques je vois de loin. Alors c'est dur de savoir est-ce que c'est ce film-là. Est-ce que c'est plus récent? C'est le plus récent, mais il y a un effet boule de neige aussi, c'est qu'il y en a eu 5 autres avant, donc forcément, tu vois, je suis plus connu quand je sors le 6e que quand je sors le 2e. Mais néanmoins, je sens quand même qu'il y a un engouement tout particulier sur cette thématique-là. Et puis non, je suis très content de l'avoir fait parce que finalement, j'ai trouvé des personnes qui incarnent trop bien tout ce que je voulais raconter dans ce film. C'est aussi un hasard de rencontre à chaque fois, tous les speakers. Et comment tu les trouves d'ailleurs, les entreprises? Est-ce que c'est tes recherches? Est-ce que c'est des gens qui te disent va plutôt voir cette boîte-là qu'une autre?
Il y a des recommandations. Ouais. En fait, je suis dans une période de veille, tu vois, sur la fin du printemps jusqu'à l'été. Là, je suis en plein dedans pour mon prochain. Et justement, je lis tout ce qui se passe, j'écoute plein de podcasts, j'appelle des gens, des tiers de confiance, tu vois, et j'essaie de leur dire, OK, pour toi, ce serait qui la personne? J'ai des ping-pong d'idées comme ça avec différentes personnes, ce qui me permet de pouvoir ensuite affiner mes réflexions et me dire, OK, c'est cette personne-là. Mais je me retrouve avec un Excel de genre 50 noms, tu vois. Oui, OK. Tu peux pas interviewer 50. Je peux pas interviewer 50, donc il m'en faut que 10 à peu près. Et ensuite, j'essaie de choisir parmi les 50 qui seraient les 10 qui porteraient le mieux la réflexion que j'ai envie d'avoir à l'écran. Il y a des personnes sur des cités que tu n'as jamais diffusées, en fait. Des interviews que tu as faites ou des rencontres que tu as eues, puis tu t'es dit en fait non, je diffuserai pas. Très peu. Oui, ça m'est arrivé. Sur 70 personnes interviewées, je crois qu'il y en a 68 qui sont dedans. Tu vois. Il y en a 2 qui n'ont pas été dedans. Peut-être 3-4 à l'étranger, au Japon. Mais en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a soit le cas de figure où en fait on s'est trompé, c'était nul. C'est pas à la hauteur. C'est déjà arrivé, ce soit un peu bullshit, message un peu trop marketing. La personne n'est pas hyper sincère, elle l'a fait. C'est un employé qui l'a fait pour faire plaisir à son manager qui lui a demandé de le faire. Mais du coup, le message, tu sens que c'est un peu fake. Donc ça passe pas, le cut du montage. Et l'autre cas de figure qui est un peu plus gênant, alors ça j'ai trouvé une parade, donc ça c'est cool. Donc c'est pas arrivé cette année, mais c'est arrivé des années précédentes, quasiment une personne à chaque fois, où en gros tu la filmes, hors caméra c'est génial, et en fait dès que tu allumes la caméra, la personne est un peu stressée, pas à l'aise. Et comme on est sur un documentaire où les autres speakers sont excellents, t'as un très bon niveau, en fait tu peux pas te permettre de mettre quelqu'un qui, même si sur le fond c'est intéressant, pas hyper à l'aise dans la prise de parole. Et même pour elle, c'est pas lui faire un cadeau, en fait, que de la mettre au milieu de gens excellents. Et donc, à regret, j'ai dû dégager des gens qui auraient été très bons. Et en fait, j'écris, tu vois, je relate ce qu'ils ont raconté à l'écrit, mais ils passent pas à l'oral. Ouais. Donc là, la parade, c'est que maintenant, et depuis l'année dernière, et ça sera le cas sur tous les prochains, j'ai des coachs en prise de parole que je propose en coaching en amont, et parfois, si besoin, même sur le jour J du tournage. Et ça aide, en fait. Ouais, parce qu'il parle le stress des caméras, de tout ce qui est autour, en fait. Exactement. Ça sauve pas tout, mais en tout cas, c'est une parade qui marche pas trop mal. Ok, très très clair. Justement, sur ce dernier épisode, la Management Work It Out, qu'est-ce que tu as découvert, toi, sur le management qui t'a surpris? Je pense que j'ai réalisé à quel point c'était un métier ultra difficile, tellement exigeant que t'as jamais fini d'apprendre. Tu vois, tu pourrais te dire que certains métiers techniques sur lesquels, une fois que tu as été formé, une fois que tu l'as exercé pendant 3 ans, tu n'as plus rien à apprendre. Tu vois. Je suis pas électricien. Une fois que tu as tout fait en électrique, tu sais gérer, quoi. Alors que management, j'ai l'impression qu'au bout de 20 ans, tu changes d'environnement, tu changes d'équipe et tu sais plus faire. Tu peux ne plus savoir faire. Donc, ouais, je pense à quel point c'est difficile. Et je réalisais pas aussi à quel point ça pouvait avoir un impact énorme sur la performance. Je voyais bien tout l'impact sur le bien-être, tu vois, tout l'impact sur à quel point tu as envie de venir au boulot, si tu es un bon manager, rester dans la boîte, rester engagé, sur l'engagement, ça ok. Je voyais pas à quel point ça avait un impact sur la performance aussi. Et ça, je suis content de l'avoir découvert. Voilà, je pense que ça, c'est ce que j'ai appris. Après le reste, je m'en doutais déjà, tu vois, sur le fait qu'il y avait plusieurs styles de management, que chacun avait son style. Aujourd'hui, un documentaire, ça représente quoi en temps? Toi, parce qu'entre le moment de ce que tu nous diffuses dans une salle de cinéma et toi, le temps que tu as passé, tu peux être démystifié pour l'audience, un peu en temps, en budget, en rencontre, sans rentrer dans le détail, ce que tu peux dire en tout cas. Carrément. En fait, moi, c'est très rapide par rapport à ce qui se fait habituellement dans le milieu des documentaires, où généralement c'est 2-3 ans. Moi, je mets 1 an entre l'idée et la sortie. Et en fait, c'est assez simple de te décrire le fonctionnement parce que c'est le même chaque année, c'est séquencé, c'est saisonnier. C'est-à-dire que le documentaire sort au mois d'avril, donc j'ai plein de projections dans la foulée et j'ai plein d'idées qui me viennent pour les suivants parce que je tire systématiquement les fils d'un documentaire pour écrire la suite, tu vois. Il y a des conversations qui reviennent, je me dis quel est le sujet que j'ai pas encore traité, ou il y a des questions qui reviennent, qu'est-ce qui moi m'intéresse, et puis ça donne souvent l'idée suivante. Donc j'ai l'idée, je fais ce travail de veille dont je te parlais qui va s'étaler pendant 3-4 mois, c'est la pré-production, donc on arrive en juillet-août. On va tourner ensuite de septembre jusqu'à peu près décembre. Le montage va démarrer en novembre.
Et il va s'étaler jusqu'à la sortie, jusqu'au 31 mars, tu vois. Un gros montage quand même. Ouais, en post-prod, il y a du travail, quoi. Ah bah c'est le plus long. Hein. En fait, l'écriture d'un documentaire, comme c'est pas scripté, se fait vraiment au montage, majoritairement. Oui, en pré-prod, t'as pas un script écrit, quoi. J'ai une idée de ce que je veux faire. J'ai 70% qui est juste à la fin par rapport à ce que je vise, tu vois. Et d'une fois à l'autre, il y a des documentaires qui sont très simples à monter, dans le sens où ce que j'imaginais, ça fonctionne. Et des moments où tu t'arraches un peu les cheveux, tu te dis, en fait, c'est chaud, ça tient pas, faut remodeler, il faut le remettre dans l'autre sens. Et donc, c'est pas aussi facile, ça dépend. Et en termes de budget, un doc, ça dépend, ça a évolué. Je crois que le premier documentaire, le budget, ça devait être 70 ou 80 000. Et là, les derniers, ils sont autour de 200 000 euros tous. Ouais, franchement, c'est qualité cinéma en plus. Ouais, carrément. C'est des standards quasiment Netflix. Il y a que eux qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils l'achètent. Et du coup, tu as des entreprises partenaires pour chacun des documents. Ouais. Je te demande pas ce que donnent les entreprises, mais en fait, comment est-ce que tu les choisis versus ta liberté éditoriale? Parce que pour éviter que ce soit un public reportage ou un truc dans le genre, tu connais, voilà. Comment est-ce que tu gardes ton indépendance tout en essayant tout en remerciant ces entreprises parce qu'elles te font confiance quand même aussi. Tu l'as dit, c'est la confiance, c'est que j'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont déjà présents depuis des années pour la plupart. Ouais, ils sont fidèles. J'ai des relations depuis 3, 4, 5 ans pour certains. Certaines boîtes, certaines personnes. Au-delà des logos, c'est des personnes en interne qui cherchent à animer des communautés internes de RH et de managers, souvent. Et donc, en fait, le deal, c'est qu'on fait plein de choses autour du documentaire. Elles apparaissent pas dans le documentaire, sinon il y a un conflit d'intérêt. Donc, il n'y a aucun partenaire qui paye, qui est dans le film. Et là, ce serait un public reportage et ça desservirait tout le monde, je pense. Ouais. Et même mieux que ça, en fait, les partenaires découvrent le documentaire le jour de l'avant-première à Paris avec la presse. Il n'y a même pas une seule projection, il n'y a pas une image qui sort. Quand on les diffuse à l'avant-première, il n'y a personne qui a vu le film à part Florent, Guillaume et moi, les trois. Et en fait, ça tient au fait que déjà, je pense que les boîtes me font confiance parce que c'est le 6e, parce que c'est le 7e, parce que en fait, elles ont vu les précédents, elles savent que ça va être plutôt dans la bonne lignée de ce qu'elles ont envie de raconter aussi. Et puis, en fait, elles, ce qui les intéresse, il y a le documentaire qui est le point d'orgue, qui est la sortie, certes, mais en fait, tout au long de l'année, et c'est la partie qu'on ne voit pas du tout, mais tout au long de l'année, ce qu'elles viennent chercher, c'est que moi, j'anime ces communautés internes de RH et de managers. Et donc, très concrètement, ça veut dire que moi, je leur écris des newsletters, je leur fais des webinars, je leur fais du séminaire sur lequel je fais intervenir des conférenciers, des facilitateurs. Et en fait, c'est tout un programme d'animation de contenu et d'événements en interne, parce que souvent, c'est signé par le ou la DRH qui cherche à faire bouger des équipes en interne, à les nourrir. Et donc, en fait, c'est ça qu'elles viennent chercher. C'est plus de l'animation. Évidemment qu'il y a un petit enjeu de communication aussi, tu vois. Il y a de la mention sur l'ensemble des posts, sur l'affiche, sur le trailer, ça, certes. Mais pour moi, la valeur du partenariat, elle est beaucoup plus dans tout ce qu'on fait en interne. Et c'est ça qui fait que la plupart des partenaires renouvellent aussi chaque année. Ouais, c'est pas juste un logo et de la com, quoi. Non. C'est plus profond, quoi. Il y a ça, mais c'est pas que. Ouais, ok, intéressant. Bon, du coup, tu connais le sujet du 7e documentaire? Bah oui, parce que je suis en plein dedans. Ok. Tu peux en parler ou pas? Carrément. Cool. Écoute, j'ai envie de... Donc, après le management, un terme qui est beaucoup revenu dans ce film-là, je pense que tu l'as vu naturellement, c'était le terme de reconnaissance. Une des actus de l'année, ça va être la transparence salariale qui va venir chambouler cette notion de reconnaissance et un levier de reconnaissance individuelle, façon de donner la reconnaissance. Donc, j'ai envie de répondre à la question, comment est-ce qu'on fait de la reconnaissance un levier de performance et traiter à la fois la reconnaissance à travers l'argent, et puis la reconnaissance hors de l'argent, tu vois. Comment est-ce que dans des secteurs dans lesquels je ne peux pas donner plus de sous, comment est-ce que je fais pour quand même te donner de la reconnaissance? Et ensuite, surtout, la vraie question, c'est comment est-ce que je fais pour qu'elle se traduise en engagement décuplé, en performance décuplée, en bien-être décuplé. Et donc, c'est sur ça que je travaille à fond en ce moment. Ok, donc on va parler argent, on va parler reconnaissance, on va parler transparence des salaires, j'imagine. Oui, mais on parlera surtout d'engagement, en fait. C'est un documentaire sur l'engagement. Sur les levées de motivation, sur la reconnaissance au sens large. Et j'ai plein d'idées, mais quand je te dis tout ça dans ma tête, je vois plein de trucs différents et je sais pas ce qu'il y aura à la fin. Pour l'instant, j'ai plein d'options. T'as pas encore commencé à tourner pour l'instant. Non, et j'ai même pas encore décidé de qui serait dedans. J'ai plein d'options. Pour l'instant, je suis au moment où j'ai mes 50 lignes d'Excel, tu vois, et il va falloir que je choisisse bientôt. Ok, ouais, il y a quelques boîtes intéressantes que je connais autour de ça, mais effectivement, je pense que et puis il faut trier entre le déclaratif et puis le Exactement. vrai. Ouais, ça, c'est très important. Ouais.
Comme tu dis, que t'assurer que c'est pas juste un coup de pub d'une boîte, quoi. Donc, ok. T'as toujours ta newsletter? Ouais, bien sûr. Sur Substack, un billet du futur. Je mettrai tous les liens, de toute façon, dans le résumé de l'épisode. Ouais, qu'est-ce que ça t'amène? Voilà, ma question, c'est qu'est-ce que ça t'amène? Parce que tu vois, tu consacres beaucoup de temps à ces documentaires. On va parler du Whip Club après, mais écrire, ça prend du temps. Est-ce que tu as changé le rythme depuis la création de newsletter et qu'est-ce qui t'anime pour continuer à écrire? La newsletter, c'est le seul truc que j'ai jamais délégué, sur lequel c'est vraiment toi. C'est vraiment moi. C'est pas Claude non plus. Non, il n'y a pas d'IA. Il y a zéro IA. Autant les posts LinkedIn, je donne des bullet points, mais c'est pas moi qui les écris et la personne qui les écrit utilise beaucoup d'IA. Désolé pour ceux qui vont le découvrir maintenant et qui sont déçus. En fait, l'IA a été entraînée avec ce que moi j'ai écrit pendant des années, donc ça ressemble beaucoup à ce que j'aurais écrit. Je les revalide tous à chaque fois, mais c'est pas moi et je le délègue et j'ai pas très envie de passer du temps sur les posts LinkedIn. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, la newsletter, pour moi, c'est capital. Parce que au-delà du fait de l'écrire et de la livrer, c'est surtout pour moi le moyen de poser mes idées, de me forcer à faire des recherches. Je sais que toutes les 2 semaines, je dois traiter un autre sujet. Et donc, toutes les 2 semaines, je vais faire des recherches sur une nouvelle thématique, je vais m'ouvrir à de nouvelles choses, je vais faire de la veille et je vais ensuite avoir le temps de laisser décanter cette veille-là dans l'écriture. Et c'est ce qui me permet ensuite de pouvoir en parler en conférence, de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir alimenter un nouveau sujet. Donc elle est hyper importante à titre presque personnel et égoïste, tu vois, de ma propre veille. Et puis, sinon, au-delà de ça, c'est aussi un canal privilégié d'échange. Je trouve que tu as le temps d'aller beaucoup plus loin. Je sais que quand je l'envoie un lundi sur 2, dans la foulée, le lundi après-midi ou le mardi, je vais avoir plein d'échanges par mail avec des lecteurs qui vont rebondir, qui vont me partager des sources, des exemples, des trucs qui les ont marqués. Donc cette newsletter, je l'ai jamais lâchée. De temps en temps, je réduis un peu le rythme. Tu vois, l'été, elle est pas là toutes les 2 semaines. Il y a des moments où je suis un peu charrette, j'ai pas le temps et je préfère envoyer un truc très quali que de balancer. J'ai jamais d'avance, tu vois. J'ai pas de. Ah oui, ok. C'est en direct. Souvent, je me dis, le vendredi, je réalise, je fais mais lundi, il y a une news qui doit partir. Et j'ai pas encore d'idée, tu vois. Alors, j'ai plein de sujets que j'aimerais bien traiter, mais j'ai pas encore choisi ce que je voulais faire. Et souvent, elle est écrite dans le week-end, tu vois, ou le dimanche soir, on va se coucher. Ça sort assez naturellement et c'est pas réfléchi, il n'y a pas un gros plan de communication du tout. Je suis très spontané, moi, de toute façon. Dans tous les cas, même pour LinkedIn, il n'y a pas trop de plan de communication. C'est un peu feeling. Ce qui est étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que de l'extérieur, tout est structuré, il n'y a rien qui dépasse. Tu verrais. Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est que c'est l'apparence, mais j'ai des amis à moi qui sont dans des boulots, tu vois, de chief of staff, de structuration, justement. Et qui me voient, j'ai pas de CRM, les notes elles sont prises à l'arrache, ma to-do c'est une feuille de papier et on a l'impression que tout est très bien organisé et en fait tout est bien organisé dans ma tête mais par contre les outils c'est hyper large, je sais que je pourrais beaucoup mieux structurer un tas de trucs quoi. Mais je pense que c'est le propre des indépendants pour qui ça a marché assez vite, c'est-à-dire que quand ça marche pas, t'as le temps de réfléchir au nom de ta boîte pendant longtemps, t'as le temps de réfléchir sur tes CGV, t'as le temps de faire 1 million de trucs que tu fais pas. Moi, franchement, ça a démarré tout de suite, j'ai pas eu le temps de me poser ces questions-là, quoi. Les CGV, elles sont arrivées au bout de 4 ans. Tu me fais rire parce que moi, j'ai créé une 2e boîte, Orenda, en janvier dernier, et j'ai toujours pas écrit les CGV. Voilà. Et ça n'empêche pas de faire du business. Pour continuer, je voudrais parler un peu du Whip Club. J'ai le sentiment que tu bascules un peu de modèle. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, je crois que c'est sur LinkedIn, sur un post LinkedIn, donc t'as pas écrit. Tu ouvres le Whip Club en septembre. C'est quoi le Whip Club? C'est pour qui? C'est pourquoi? Et c'est quoi ta réflexion derrière tout ça? Ouais, c'est trop cool en fait, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. C'est pas forcément un changement de modèle, je pense que c'est plus un truc qui vient en plus et ça va être anecdotique à la fois en termes de revenus et en termes de temps parce que ça n'est que l'architecture de choses qui existent déjà, mais sous d'autres formes. En gros, il y a le Whip Club et le Whip Explorers Club. Le Whip Club, c'est quelque chose qui s'adresse plutôt à des indépendants ou des petites boîtes. C'est l'accès à toutes mes recherches depuis 6-7 ans. Donc ça veut dire les documentaires. C'est des fiches pionniers sur j'ai été voir telle boîte, voilà ce qu'elle a fait de bien, voilà pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, voilà les problèmes auxquels ils se sont heurtés, voilà les solutions qu'ils ont réussi à trouver. Donc de façon autonome, sans que moi j'intervienne, tu vois, les gens vont pouvoir se nourrir de ces contenus-là. C'est une newsletter de veille qui est différente du Billet du futur que j'écris déjà, où j'analyse les tendances du futur du travail. Telle actu, c'est passé, voilà ce que moi j'en pense. Et c'est une partie communautaire, un WhatsApp de mise en relation avec tous les gens qui suivent mes travaux. C'est les fans les plus engagés en gros de Work in Progress. Ok. Donc c'est tout ça. Et t'as 4 webinaires aussi dans l'année de moi qui décortiquent des bonnes pratiques, tu vois. Ok.
Et en fait, là tu vises plutôt les indés, les patrons de PME, exactement. Voilà, En fait, ou les RH indépendants, choses comme ça. Ouais, c'est des gens qui ont envie d'aller plus loin avec moi. Mais je peux pas le faire en fait. J'ai tout le temps trop de demandes de gens qui veulent qu'on s'appelle, qui veulent que je leur fasse des trucs un peu sur mesure de tu connais pas telle boîte, qui tu peux pas mettre en relation avec. Non. Bah, en fait, là, c'est l'accès à toutes mes recherches et à tout ce que je sais globalement du futur du travail et avec d'autres personnes qui sont dans cette démarche-là. Donc ça, c'est assez cool parce que c'est du contenu qui existait déjà, que j'ai juste réorganisé, que j'ai repackagé, tu vois. Et ce qui va être nouveau, par contre, pour moi, c'est la partie communautaire. Donc ça, j'ai hâte d'expérimenter, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il en ressort. Je le fais déjà, tu vois, sur WhatsApp, H24, avec des gens qui m'écrivent, mais là, ça va être un peu plus structuré, ça va être un peu mieux. Et c'est assez cool parce que c'est une population avec qui je faisais pas grand-chose. C'est des gens qui venaient parfois sur mes événements, mais tu vois, c'est pas des gens qui allaient acheter une conférence, c'est pas des gens qui allaient devenir partenaires de mes documentaires, donc je faisais rien avec eux. Et là, j'aurais quelque chose à leur proposer, au-delà de juste acheter un film ou acheter une BD, tu vois, ce genre de truc. Donc ça, c'est le WIP Club. Et à côté de ça, j'ai le WIP Explorers Club. Et donc ça, c'est plutôt à destination de grandes entreprises. Et en fait, c'est ni plus ni moins ce que je faisais déjà avec mes partenaires des documentaires. En dehors des enjeux de communication. Là, il n'y a pas d'enjeu de communication. C'est vraiment juste animation de communauté interne et externe. Donc, c'est la même chose que le WIP Club, mais sauf que tu as plein d'événements physiques, de séminaires, de dîners, de retrouvailles sur lesquels on va les faire travailler sur les sujets des transformations du travail que j'explore dans mes documentaires. Et donc là, on a une quinzaine de boîtes pour la première année. J'ai pas envie d'aller au-dessus, je veux commencer. Ouais, parce que c'est toi derrière, quoi. Là, c'est moi, bien sûr. Tu peux pas sous-traiter à quelqu'un. Non, puis j'ai pas envie. Pour le coup, c'est quelque chose que j'adore faire. À chaque fois, les séminaires, c'est des journées géniales. Les dîners, c'est des trop bons moments. Et c'est des trucs sur lesquels j'ai envie de continuer à garder des gens que je connais bien, qui sont des gens en avance de phase par rapport à leur boîte, qui ont envie de les faire transformer. Et donc, en gros, dans les 15, t'as 7 boîtes qui sont les partenaires du prochain documentaire. Okay. Et t'en as 7-8 autres qui sont des gens que je connais tous, qui sont des clients avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et je sais qu'ils sont trop forts et ils ont envie d'aller plus loin que juste une intervention dans l'année, tu vois. D'accord. Donc là, les places sont prises, de toute façon. Ouais, on peut encore intégrer une boîte. Si jamais quelqu'un entend et se dit c'est grave pour moi et on n'a encore jamais rien fait ensemble, je suis prêt à intégrer une nouvelle boîte, tu vois, mais pas plus. Par contre, je suis RH dans une PME. Tu vois, je suis tout seul dans ma PME de 100 personnes où on est une petite équipe de 2-3 RH. Ouais. Le WIP Club est totalement adapté. Ah bah carrément, j'en ai plein. WIP Club. WIP Club direct. C'est pas forcément que des indépendants, du coup. Non, c'est aussi des petites boîtes, tu vois. Là, j'ai vu, je vois les mails passer, tu vois. Il y a un ministère qui a souscrit. Non, intéressant. Josanès, @gouv, tu vois. Ouais, ok. Et donc, c'est une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, ouais, on est 7 dans mon équipe au sein du ministère. Et on aimerait bien avoir accès au WIP Club, bon bah go, tu vois. Et puis on fait du coup dans le WIP Club, c'est des adhésions qui sont individuelles, qui sont personnelles, mais en fait rien ne t'empêche de prendre une adhésion et puis de pouvoir ensuite partager le contenu avec les différentes personnes de ton équipe si vous êtes 3-4, tu vois. Ouais, toi c'est pas tellement ton enjeu. Ça te fait comme du revenu en plus, du bien revenu sûr. Récurrent, mais c'est pas ça l'enjeu, quoi. Ouais, c'est pas l'enjeu. Et puis dans tous les cas, tu vois, ce WIP Club, je limite à 100 places pour démarrer. Okay. Après, peut-être qu'on va l'ouvrir un peu plus. Mais je limite à uniquement 100 places pour pouvoir, sur les espaces communautaires d'échange, tu vois, je veux connaître tout le monde, je veux prendre le pouls, je veux voir comment ça fonctionne. Je pense que dans la suite, on élargira. Mais pour démarrer, je veux que ça commence doucement. Et donc, en fait, c'est pas un truc qui va rapporter des milliers et des cents, c'est pas un truc qui va remplacer mes business actuels, mais c'est un truc qui, par contre, est escalable et va m'amener des trucs nouveaux aussi. Puis j'aime bien me dire qu'on fait des trucs nouveaux chaque année. C'est quoi, c'est 300, un truc comme ça, je crois? Ouais, c'est 330. Oui, dans 360, c'est sûr que, je te souhaite qu'il y a d'autres revenus, quoi. Oui, clairement. Heureusement. Parce qu'à la fin, il y a un peu de charge, hein, ça tout tombe pas dans ta poche. Oh là là, loin de là. En plus, on est en TTC là-dessus. Hein, donc, oui. Il reste rien, vraiment, il reste rien. Donc, non, par contre, effectivement, ça te permet de toucher effectivement d'autres personnes qui ne pourraient pas te toucher autrement. Exactement. Au-delà des 6 premiers documentaires. Ouais. Ça c'est. Et donc ta promesse de toujours du terrain, zéro bullshit, des contenus actionnables. Ça tu la tiens, quoi. Ouais, bah tu vois, typiquement dans le WIP Club, j'ai pas mis les 300 pionniers que j'étais visité, j'ai choisi que 100 pionniers pour démarrer. Je pense que j'enrichirai au fur et à mesure, mais par-ci par-là, une nouvelle boîte, tu vois. Mais je vais pas en livrer. Tu vois, j'aurais pu aussi me dire, avec l'IA, c'est hyper facile, je me fais un annuaire de 1000 boîtes innovantes, tu vois. Je les trouve, les 1000 boîtes, je pense. Mais sauf que derrière, je les connais pas. Alors que là, toutes les boîtes, c'est des gens, je connais personnellement ce qu'ils ont fait. Soit j'y suis allé, soit j'ai vraiment échangé longuement avec eux à distance. J'ai mis à jour, tu vois, il y a des boîtes que j'ai vues il y a longtemps. Mais en fait, là, j'ai des personnes qui sont en train de les rappeler
dans mon équipe pour justement voir et ça en est où en fait. Ça sera très très précis. Et donc ouais, non, zéro bullshit, ça. Et comment moi, si je suis RH, je peux me servir concrètement, tu vois, de ces 100 fiches pionniers, d'une de ces 100 fiches pionniers, pour faire bouger ma boîte? De plein de façons différentes, en fonction des projets qui sont en cours dans la boîte du RH, c'est de se dire, ok, on est en train de bosser sur la rémunération, on est en train de bosser sur les levées d'engagement, on est en train de bosser sur l'onboarding. On va commencer par les regarder, quelles sont les pratiques qui parlent de ces sujets-là, ce que d'autres pionniers ont pu faire. Si j'ai envie d'aller encore plus loin, on va essayer peut-être même de contacter les dirigeants de ces boîtes-là pour essayer de creuser avec eux, organiser une learning expedition chez eux. On va regarder les documentaires. On va assister au webinar. On va peut-être demander dans la communauté s'il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus et s'ils ont des contenus, d'autres choses pour aller le creuser. C'est vraiment accès à plein de matières pour que les gens en autonomie puissent se nourrir. Ok. Et tu dis, tu l'as dit ou écrit, que le club n'est pas fait pour ceux qui cherchent, je vous les guillemets, une méthode à appliquer sans réfléchir. Et ouais. Pourquoi tu refuses de donner des modes d'emploi purs et durs? Faites ci, faites ça, quoi. Ouais, je le dis aussi dans le documentaire sur le management, en fait, parce qu'on présente des solutions de management qui ont fonctionné dans un contexte particulier, dans une boîte en particulier. Et donc, je sais pas, dans le film, tu vois Clinitex, par exemple, management Montessori, entre guillemets. Tu peux pas te dire, moi, demain, dans ma boîte, je suis patron ou RH et je veux mettre en place le management Montessori, donc je copie-colle ce que fait Clinitex. Parce qu'en fait, tu oublierais que c'est 40 ans d'ajustement, de conversation, et c'est pas du jour au lendemain que tu vas arriver à le faire. Donc tout ça n'est que pour matière de discussion, point de départ, pour se nourrir, mais certainement pas pour copier-coller. Il n'y a aucune méthode, en fait. Non. Et ça, je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est effectivement, quand on part de zéro, on peut se dire, tiens, je vais être un peu différenciant, puis je vais tenir le truc. Ouais. Par contre, si on a une boîte, je sais pas, de 200 personnes qui est là depuis 30 ans, qui est un management totalement traditionnel, et qu'on veut passer sur un autre style, ça prend du temps, quoi. Exactement. Et puis ça n'a plus rien à voir ensuite. Non, mais je pense que c'est ça qui est important d'avoir en tête. C'est tout ce qu'on raconte, c'est pour venir nourrir. Il n'y a rien qui sera copié-collé, et heureusement. Ok. Donc tu vas avoir une communauté. Comment tu comptes garder cette communauté vivante pour pas que ce soit un peu, à un moment ou à un autre, un cimetière ou un Slack ou un Teams ou un WhatsApp, ce que tu veux, mais qui vit pas, quoi? Écoute, comme toutes les communautés, en gros, au début, t'es tout seul à parler, et puis au bout d'un moment, t'as des champions, t'as des gens plus engagés que d'autres qui, eux, prennent le relais. Donc l'idée, c'est d'arriver à identifier ces personnes assez rapidement. Moi, naturellement, en tous les cas, je suis très WhatsApp. C'est pour ça que, tu vois, j'ai hésité en me disant, est-ce que je pars sur un autre outil en plus, genre un School ou un je ne sais quoi. Ils utilisent tous des outils différents de communauté. Mais en fait, non, parce que moi-même, j'y irais pas sur ces trucs-là. J'aurais pas envie d'aller sur un truc en plus. Donc, c'est pour ça que je voulais un truc qui s'intègre dans le quotidien des outils qu'on utilise déjà, genre un WhatsApp, où moi, je gère tout sur WhatsApp déjà aujourd'hui. Et je sais que naturellement, si je vis un truc, j'aurai envie de le raconter sur WhatsApp à cette communauté. Et puis après, je vais avoir des personnes qui vont m'aider sur la communauté. Tu vois, dans mon équipe, j'ai Elliot qui travaille avec moi déjà sur plein de choses. Et Elliot, il est passionné de communauté, passionné de création de liens sociaux. Et donc, je pense que ça sera un bon terrain de jeu pour lui de m'aider à animer cette communauté. Et est-ce que tu vas encourager les membres aussi à lancer des discussions, carrément, à faire peut-être des sous-groupes sur un tout à tel sujet ou je ne sais quoi? C'est la suite, évidemment, à se voir entre eux par ville dans laquelle ils sont, évidemment, à avoir un petit groupe peut-être que sur le sujet du management, que sur le sujet de l'IA, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est des sujets qu'on me demande déjà de traiter par petits groupes, donc bien sûr, je pense que naturellement, ils vont se créer au fur et à mesure. Ok. De tout ça, t'as pas voulu écrire un bouquin? T'as écrit une BD? Ouais, mais je suis sursollicité pour ça. Tous les ans, j'ai je pense que toutes les 4-5 maisons d'édition qui m'écrivent en disant on a pensé à vous pour notre collection. J'imagine, ouais. Parce que là, tu aurais de quoi écrire, je pense même plus qu'un livre. Grave. Mais en fait, c'est hyper solitaire, l'écriture de bouquins. Quand j'ai écrit les BD, justement, c'était une maison d'édition qui m'avait proposé d'écrire un livre. Et j'avais dit non, flemme, j'ai plein de potes qui ont écrit des livres et je vois à quel point c'est solitaire. Et ça m'amuse pas trop. Et aujourd'hui... j'ai toujours pas très envie parce que le travail d'écriture me tente pas énormément sur un livre. Je pense que je le ferai un jour quand j'aurai trouvé un truc tellement fort que j'aurai trop envie de le faire. C'est sûr que j'écrirai un livre un jour, mais pour l'instant, j'ai beaucoup mieux à faire. J'ai envie de faire des événements, j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus ludiques. Ok. Alors à propos de ludique, tiens, tu peux nous faire rire aussi avec le Comedy Club. Et alors, il y a un truc qui m'a, je t'ai vu, on s'est vu il y a pas très longtemps. T'étais à Rennes pour des éditions du Comedy Club. Alors, j'écoutais dans la salle, mais je t'ai regardé plusieurs fois parce que je savais que j'allais t'enregistrer. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que je pense que je ne sais pas combien de Comedy Club tu as fait. Ouais, j'en ai fait rien que cette année 40. Ok. Je pense.
Alors, un truc qui me faisait marrer, parce que toi, tu gérais. J'étais en régie, ouais. En régie, mais t'étais visible dans la salle. Et quand il y avait les blagues des humoristes, tu rigolais. Je me dis, mais mec, mais ça fait 50 fois qu'il entend la blague, mais il rigole toujours, en fait. Alors, est-ce que c'est ta nature d'être très optimiste, très souriant, ou est-ce que tu en redécouvres encore à chaque fois et ça te touche à chaque coup, quoi? Non, bah alors tu vois, je pense que c'est ma nature déjà d'être plutôt optimiste, souriant. Je pense que quand tu vas dans un comedy club, là c'est le mien, mais ça pourrait être d'autres comedy clubs, tu vas déjà avec naturellement l'envie de rigoler, donc le rire vient te chercher plus facilement. Et puis en fait, ils me font vraiment rire. Et tu vois, Victor, c'est celui que je connais le plus. Genre vraiment, Victor, je pense que je l'ai vu 50 fois. Je pourrais potentiellement doubler certains de ses sketchs tellement je les connais par cœur. Mais à chaque fois, ça me fait rire quand même parce qu'il le joue bien, il remet l'intention. Et moi, je suis très comique de répétition, hein, franchement. D'accord. Il y a des films de Louis de Funès que j'ai peut-être vu 30 fois. Ça peut me faire rire encore, si tu veux. Donc, non, j'achète toujours. Et puis, je pense que c'est aussi donner l'exemple et donner de la force à l'humoriste. Tu vois, si moi, je me lâche et je rigole, bah, la salle va peut-être se sentir plus à l'aise aussi pour rigoler. Et puis, moi, juste, c'est même pas conscient, tu vois. C'est juste que je passe un bon moment, donc je rigole. Bon, c'est clair qu'on a passé un super moment. Puis ça permet de faire passer des messages aussi, l'humour. Ouais, je trouve que c'est assez cool, hein, franchement. C'est le pitch, mais c'est vraiment cette idée de départ. C'est de dire, mes documentaires, ils sont plutôt positifs, optimistes. Et donc, on a vu forcément des choses un peu absurdes. Et via l'humour, tu peux faire passer des messages que tu ferais pas passer en documentaire. Ok. T'as déjà fait des whip, enfin des comedy clubs, pardon, je mélange tout, des comedy clubs un peu privés pour. Ah, mais des tonnes. Mais bien, okay. à fond. Okay. Bien sûr. Pareil, ça c'est des trucs pas publics, tu vois. Mais évidemment, en gros, on fait quelques dizaines de sessions publiques dans l'année. Donc t'as vu, c'est la reine, mais en fait, on en fait aussi. Je pense, cette année, on en aura fait là 25 déjà, en entreprise directement. Ouais, donc là, pour des séminaires, pour des... Là, on enregistre au mois de juin, tu as tous les summer parties, tu as des AG, tu as des séminaires effectivement d'équipe, tu as des fêtes de Noël aussi qu'on va faire en décembre plutôt. Et donc ça, énormément, tu vois, en entreprise directement. Ou alors tu as des groupes comme la NDRH ou comme la PEC qui vont organiser leurs propres projections privées, internes. Bien sûr, ça on en fait plein et je trouve ça trop cool d'ailleurs. Les boîtes qui sont capables de faire venir des humoristes qui vont se moquer du travail ou qui vont rire des absurdités du travail, c'est qu'elles ont réussi à prendre du recul et je trouve que c'est un bon signal. Ouais, même en ce moment, parce que tu vois, tu le dis, tu as une vision positive des choses, mais aujourd'hui il y a beaucoup de RH qui en ce moment gèrent du désengagement, des budgets un peu coupés, des équipes en sous-effectifs, de l'IA qui peut stresser. Enfin, toi, il y a plein de sujets. Carrément. Je sais pas, et on va éviter la politique et la géopolitique française et internationale. Comment tu arrives à leur parler optimisme à tous ces gens-là sans paraître déconnectés de la vraie vie? Bah, c'est que à chaque fois, quand même, tu vois, je pars d'un point de départ où on a un constat qui est lucide sur une réalité qui est parfois soit négative, pessimiste, tu vois, un truc un peu alarmant au départ. Et d'ailleurs, c'est le constat qu'on fait dans le documentaire sur le management. On démarre en disant, bah, en fait, le management, ça n'attire plus. Les gens n'ont plus envie d'être manager. Oui. On a un souci parce que Gallup, etc. Ouais, toutes les études montrent que les gens n'ont plus envie d'être manager. C'est une fonction qui est décriée. Les managers se sentent mal. Les gens n'aiment pas leur manager. Bref, donc en fait, tu pars d'un constat qui est négatif, qui est lucide. Et puis ensuite, tu vas montrer, oui, mais d'accord. Mais c'est pas naïf. C'est l'optimisme, c'est le fait de choisir de braquer des projecteurs sur quelque chose qui fonctionne plutôt de tirer sur l'ambulance. Moi, j'ai envie de montrer ce qui fonctionne. Et il y en a des choses qui fonctionnent. Donc, tu reconnais le fait qu'il y a une situation qui est alarmante, et puis tu dis, mais on ne va pas s'arrêter à ça. On va vous montrer que c'est possible de faire différemment et avec un état d'esprit plutôt enthousiasmant. Ok. C'est quoi la fausse bonne idée aujourd'hui que les RH adorent et qui, à ton avis, ne marche pas? Et j'aurai la question inverse tout à l'heure. Ah, c'est intéressant. La fausse bonne idée. Bon, il y a le baby-foot. Ouais. La sortie du baby-foot. Évidemment, baby-foot. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qui des fois te surprend, toi, quand tu vas dans des entreprises, dans des organisations? Pas forcément celles qui sont dans tes documentaires, au contraire. La fausse bonne idée, moi, alors c'est pas exactement une fausse bonne idée style baby-foot, mais c'est le genre de truc où ça fait vendre beaucoup de conférences. C'est un sujet dont on parle beaucoup trop et qui, en fait, pour moi, n'a rien derrière. C'est la question des générations. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf, mais à chaque fois, on te dit, et qu'est-ce que vous pensez du management de la génération Z, tu vois, ou et cette génération Z qui ne veut que télétravailler et manger tout seul en regardant des séries le midi. Et en fait, tu vois, pour moi, ça, c'est un faux sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est l'adaptation à des personnes qui sont différentes.
Mais une génération étant par définition une cohorte très hétérogène, tu ne peux pas faire une généralité sur une génération. Et donc en fait pour moi c'est souvent une porte d'entrée en fait ce discours sur les générations, mais la conférence que je fais ou le contenu que je raconte derrière n'a rien à voir avec un sujet générationnel en réalité. D'ailleurs t'as pas fait de reportage sur ce sujet pur et chaque dur, année quoi. on pose la question dans le documentaire et les compétences et l'IA et le management à travers le prisme des générations. Bah, en fait, c'est tout ce que je vous ai dit, mais juste, vous pouvez mettre le mot génération dans la phrase si vous voulez. C'est pareil, quoi. Quand je dis qu'on a une demande d'hyper-individualisation, c'est pas juste la génération. Non. C'est n'importe qui a envie qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui parle différemment, quoi. Je pense qu'effectivement, les jeunes générations peuvent amener plus vite du changement, mais après, ça se transmet très vite dans le. Exactement. Elles sont plus brillantes, elles sont plus vocales sur ce qu'elles attendent. Elles peuvent avoir un désengagement qui est plus rapide. Mais elles ont une même capacité d'engagement, elles ont les mêmes levées de motivation, elles ont les mêmes envies que d'autres. Et donc la question inverse, c'est quoi la pratique sous-cotée, à ton avis, qui marche bien aujourd'hui, qui coûte presque peut-être rien et que peut-être on n'ose pas trop aller? Transparence, confiance. C'est bateau, mais c'est tellement simple et tellement pas appliqué. Tu vois, cette notion de confiance, et tu peux la retrouver à tous les niveaux, hein, mais la badgeuse, le télétravail, le contrôle à distance... c'est le genre de truc, tu te dis, mais c'est lunaire qu'on en soit encore là, quoi. Et en fait, c'est tellement un effet démultiplicateur sur l'engagement, sur la performance de la boîte, que tu te demandes pourquoi c'est pas encore fait. Oui, ça, puis le sujet confiance, on va regarder si ta souris elle a bougé X fois par heure. Bah oui. Enfin, waouh. Ok. Et justement, un RH aujourd'hui qui voudrait lancer, tu vois, une démarche un peu future du travail dans sa boîte, mais sans beaucoup de budget, tu lui demandes conseillerais de commencer par ça, clairement. Ouais, bien sûr. Je lui demanderais déjà quel est son objectif, tu vois. Est-ce qu'il a besoin de mobiliser les gens? Est-ce qu'il a besoin d'attirer de nouvelles personnes? Est-ce qu'il a besoin de mieux clarifier, tu vois, le rôle de chacun dans l'organisation? Ça dépend de ce qu'il a envie de faire. C'est dur de recommander une seule pratique, mais si tu veux faire large, oui, confiance, transparence, c'est assez simple. Ouais, et c'est surtout comment embarquer le comité de direction, parce que des fois, tu as la RH qui a envie de faire bouger les lignes et tu as un codir ou un DG ou une DG qui est un peu plus. Faut pas laisser le choix. En fait, je pense que le DRH, il leur a beau mettre en place des trucs, si jamais c'est pas incarné, validé et que le comité de direction n'y croit pas, il se passera rien et ça retombera comme un soufflé au bout d'un moment. Donc, il faut commencer par embarquer le comité de direction. Et pour ça, il faut du ROI, il faut montrer des chiffres. Il faut être capable de dire, en fait, voilà ce que ça nous coûte. Voilà ce qu'on pourrait tester. Et on teste, en fait. Et dans 3 mois, on fait un bilan. On regardera les effets que ça aura eu, chiffrés. Et puis on décidera si on prolonge ou si on arrête. Et on saura pourquoi. Mais en tout cas, si on fait rien, voilà ce que ça nous coûte. Et partir de là, quoi. Et il y a un KPI que tu trouves intéressant, toi? Il n'y a pas un indicateur bidon, des fois de mesure de bien-être au travail, qui est des fois toujours un peu zarbi? Ouais, je pense que tu peux regarder le taux d'absentéisme, tu peux regarder le taux de désengagement à travers les personnes qui ne mettent pas la caméra en réunion, par exemple. C'est peut-être un truc marrant à regarder. C'est un bon indicateur, celui-là. Il est terrifiant, celui-là, je trouve. Il fait peur. Hein. Tu vois que tout le monde se cache derrière sa caméra. Moi, je fais des conférences. J'arrive, je dis, mais allumez vos caméras. Moi, je parle pas s'il n'y a pas de caméra. Tu vois, c'est pas possible. Et puis après, le taux de turnover, évidemment, assez basique. Et puis le taux de plaintes, tu vois, qui peuvent être fournis. Tu peux regarder dans les indicateurs marrants, tu peux aller regarder aussi le nombre d'événements organisés qui ne sont pas organisés par les RH ou par le CE, mais de gens qui organisent d'eux-mêmes, qui prennent des initiatives de dire j'organise une course à pied, j'organise une clean walk, j'organise telle activité avec mes collègues, tu vois, pour le plaisir. Ça, je pense que plus t'en as, mieux c'est. C'est comme ça que tu fais vivre une culture d'entreprise, tu vois. C'est ça qui est assez cool. T'as des boîtes qui t'ont marqué là-dessus, tiens? Patagonia, ultra fort. Bon, Patagonia, tu sais que quand tu vas là-bas, tu vas avoir des gens qui vont être écolos et sportifs, globalement, dans les valeurs auxquelles ils souscrivent tous. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais marqué parce que le midi, quand on a fait le tournage, il y avait plein de gens qui partaient courir, qui partaient faire du vélo, nager dans les canaux, on était à Amsterdam, ou faire d'autres trucs, des activités. Et je demandais, mais ça, c'est organisé par qui? Il dit, non, mais c'est que des gens, on leur laisse du temps. Parfois, quand ils veulent organiser des compètes, on leur donne de l'argent même, tu vois. Et on est capable de... Comme tu as ce livre, Let My People Go Surfing, du fondateur Yvon Chouinard, en fait, c'est vraiment incarné de... les gens ont du temps et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la journée. Mais du coup, on les reconnaît en tant que personne au-delà de la fiche de poste.
Et les gens se disent, bah, trop bien, du coup, moi j'ai cette passion dans la vie, donc je vais proposer de le faire avec mes collègues. Et ils ont réussi ce truc qui est pas évident, qui est de favoriser des comportements sans les imposer, tu vois, en laissant du temps et en encourageant les gens à organiser cette activité. Et ça, j'étais assez bluffé de voir le nombre de trucs qui étaient organisés par des gens sans que ce soit chapeauté par qui que ce soit en interne, tu vois. Et ça c'est totalement possible en fait. C'est le Graal, je pense, de n'importe quelle boîte. N'importe quel RH aimerait que tout le monde se dise on va faire des trucs pour faire vivre la culture de la boîte le midi et sans que le RH ait besoin de faire quoi que ce soit. Très clair. Bon, on arrive un petit peu à la fin de l'épisode. Une dernière question, tiens, sur le Whip Club. J'ai oublié de la poser, donc c'est un peu déstructuré, c'est le bordel dans mon épisode, mais c'est pas grave, c'est mon épisode. Ceux qui sont encore là nous excuseront parce que c'est-à-dire qu'ils sont vraiment fans de toi. Voilà, et puis 2 ans, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Ouais, dans 3 ans, c'est réussi si quoi, ce Whip Club? C'est réussi, je pense, si je dirais on a moins de 10% des gens qui ont signé la première année sont partis. Ils sont encore, en gros, il faut que 90% des gens qui sont là cette année soient encore là dans 3 ans. C'est réussi si moi je m'amuse toujours autant. Je pense que c'est tout. Et si ça marche pas, tu l'arrêteras? Ah, si je marche pas, j'arrête. Je souhaite évidemment pas, mais. Soit si ça marche pas, soit si je m'ennuie, j'arrête. Ouais, okay. Tu vois, par exemple, la tête qui était là sur la 3e édition de la Whip Expedition Night. T'as déjà fait ça, la Whip Expedition Night ou pas? Non, j'ai jamais fait celle-là. Bah, c'est trop bien. La Whip Expedition Night, c'est trop cool. C'est un format que j'ai lancé en, je sais plus quoi, en 2022 peut-être. Et j'ai fait 3 éditions, une par an. Donc jusqu'en 2025 l'année dernière. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est un format où en gros, il y a 700 personnes, plutôt des RH dans la salle. Ah oui, bien. On a des sujets de fond, on traite vraiment des sujets du futur du travail, mais dans des formats ludiques. Donc concrètement, on a un blind test de rap. On a fait un blind test film aussi. Donc tu diffuses une scène de film et tu essaies de décortiquer quelle est l'idée RH qui est derrière. On a des quiz, on a des concours d'anecdotes. En gros, je reprends des formats entertainment, des jeux télévisés ou de YouTube, et je les mets à la sauce travail. Et première année, je m'éclate. 2e année, je m'éclate. 3e année, c'était bien, mais je me suis pas éclaté. Et tu vois, parmi les gens qui étaient là, il y avait plein de gens qui disaient c'est trop bien, j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Il y a des gens qui m'ont écrit un peu moins fan, j'étais là sur les 2 éditions précédentes, j'avais adoré, et là, je sentais que ça manquait d'énergie. Et moi-même, tu vois, je me rappelle, je bossais avec une fille qui s'appelle Shaima, qui était mon bras droit à l'époque, et juste avant de monter sur scène, elle me dit Sam, t'es chaud parce que t'as pas l'air chaud, ça ne va pas que tu montes sur scène devant 700 personnes pour mettre le feu là dans 3 minutes. Et j'étais en mode si, t'inquiète, c'est bon, tranquille. Et en fait, j'étais trop détendu. J'étais en mode c'est vrai que ça m'excitait plus. Et donc cette année, je le referai pas. D'accord. Je vais faire un autre événement un peu différent. Un événement de 700 personnes aussi dans un théâtre. Tu verras bientôt. Là, comme c'est pas encore sorti quand on sort ce podcast, mais ça sortira en septembre. Ça va être très très chouette. Mais c'est la réinvention de cette Whip Expedition Night. Parce que je m'étais dit, non, pas envie de refaire la même chose, je m'amuse moins. Quoi. Ouais, revu et corrigé, quoi. Exactement. Ok, mais je pense que tu as raison. L'argent est une chose, le plaisir en est un autre. Carrément. Mais voilà, largement aussi important, quoi. Mais ouais, pour moi, même plus important encore. Il faut s'éclater. Donc, ok. 2-3 petites questions rapides avant mes questions finales. L'IA dans les RH, ça augmente vraiment le métier ou pas? Alors ça pourrait l'augmenter, ça peut aussi le complexifier. Je pense que ça dépend. L'humain est assez bon pour faire des bêtises avec ce genre de technologie et tu peux vite te retrouver avec des trucs où en fait c'est plus une usine à gaz qu'autre chose. Mais en même temps, j'en connais d'autres qui sont excellents, qui arrivent vraiment à optimiser le sourcing et je pense que tu peux tout faire. Oui, donc évidemment, on va continuer et on continuera à faire des choses très bien, mais d'autres feront des bêtises avec. Mais l'IA, on peut passer de 35 heures à 25 heures par semaine, t'y crois? Non. Ou les 10 heures vont être remplacées par d'autres choses? Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que Keynes s'est planté il y a 100 ans. C'est qu'en fait, t'as toujours envie de faire d'autres trucs. Alors, par contre, je pense que c'est une conversation qui est importante à avoir. Ouais. Je pense pas que l'objectif soit de passer de 35 à 25 heures. Par contre, peut-être que l'objectif, c'est de se dire, 2-3 heures de moins, tu vois, dans la semaine, fine, tu vois. Et par contre, en même temps, j'en profite pour servir plus de clients et j'en profite pour avoir plus de temps pour faire mieux ce que je fais déjà aujourd'hui. Moi, je trouverais ça pas débile de se dire que l'IA nous a servi aussi à réduire un peu le temps de travail, mais pas forcément dans une proportion de 10 heures. Ok. Dans 20 ans, il y aura toujours des RH? Oui, c'est sûr. Ils feront d'autres choses. Ils feront peut-être moins d'opérationnel qu'ils font aujourd'hui. Ils auront peut-être plus de temps en mode HRBP, tu vois, sur le terrain, de façon coach de carrière, proche des managers. Ils seront peut-être plus stratèges encore qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Mais bien sûr, il y en aura encore, c'est sûr. Et dans 20 ans, on aura toujours un bureau physique? Ouais, je pense.
Alors, ça dépend. T'auras pas un bureau attitré fermé, je pense. Ça sert à rien. Enfin, je vois pas l'intérêt. Par contre, t'auras des espaces dans lesquels tu vas te retrouver tes équipes, heureusement. Et même, j'espère, bien avant, tu vois. Dans 20 ans, on l'aura, mais pas parce qu'on y sera revenu, parce qu'on l'aura jamais perdu, heureusement. Ah, ok, cool. Bref, merci Samuel. Alors avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, un sujet que t'as pas abordé et qui te tient à cœur? T'as le sentiment d'avoir pu partager ton actu du moment et tes convictions? Alors ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens, je t'enverrai le lien, si jamais il y en a à qui ça a plu et qui se demandent quelles sont les coulisses et comment ça fonctionne. J'ai sorti sur YouTube une sorte de mini-documentaire dans lequel je raconte en une demi-heure pourquoi j'ai fait ça, toutes les coulisses de Work in Progress, à quoi ça ressemble. Et je suis très fier de ce petit documentaire. J'ai donné la parole aux gens qui ont compté dans toute l'aventure Work in Progress. C'est sorti il y a quelques semaines là maintenant et c'est sur la chaîne YouTube de Work in Progress et je raconte tout dedans. Je mettrai tous les liens de toute façon très, très clair. Et d'ailleurs, il y a une anecdote pro qui t'est arrivée pendant tes tournages, un truc que t'as jamais raconté à personne. Ouais, des tonnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu peux anonymiser si tu veux. Plein. Qu'est-ce que j'ai pas raconté? Des trucs qui t'ont paru dingues en histoire, que ce soit en France ou à l'étranger. À l'étranger, qu'on n'ait pas de problème avec l'administration française. Non, on a fait des tournages pendant le Covid. Et tu sais, il y avait cette bizarrerie de... en gros, si t'avais eu le Covid, tu pouvais pas te faire vacciner dans les 6 mois. Mais par contre, ça comptait quand même comme une dose de vaccin. Ouais. Et donc, on avait un des membres de l'équipe, quand on est parti tourner aux États-Unis, qui en France était en règle, c'est-à-dire qu'il avait son pass vaccinal en règle en France parce qu'il avait eu une fois le Covid. Aux États-Unis, le pass n'était pas en règle. Sauf qu'on avait besoin... En plus, on tournait même pas aux États-Unis, on tournait au Canada, c'est sur WIP 2. Avec Ben & Jerry's, sauf qu'il fallait qu'on passe aux États-Unis pour aller là-bas et donc il y en a un qui s'est envolé avec un truc trafiqué. Ah oui, carrément. Donc on est passé aux US, tu vois, mais avec un stress. Pour te dire, c'est pas juste un pass vaccinal trafiqué, parce que en France il était valide notre pass vaccinal, il était réel, sauf que là-bas c'est pas le cas. Mais c'est pas là qu'on allait, c'est juste de passage. Mais les passages de frontières. Ouais. Les Américains c'est pas des fun. Hein, non, ils rigolent pas du tout. Non. Et en fait, je sais pas trop pourquoi, c'est passé partout. Sauf dans un restaurant à Montréal qui nous a dit « Ah non, mais lui, il rentre pas. Lui, il a pas le pass vaccinal ici. Il l'a que en France. » Et lui, attends, mais on a passé les douanes dans tous les sens. Et là, on se fait têche dans un resto. C'est quoi ce délire? Et le mec du resto, il était intransigeant. Et je dis heureusement qu'il n'est pas douanier, celui-là. Et en fait, c'était très, très flippant parce que vraiment, on avait peur pour les images de perdre tout ça, de se faire sortir à tout jamais de ces territoires. Ok. Si tu n'avais jamais filmé le premier documentaire, tu ferais quoi, toi, aujourd'hui? Oh, waouh. Tu as pensé à déjà ça ou pas? Non, j'ai jamais réfléchi à ça. Je pense que je m'amuserais pas mal. Moi, j'ai toujours été assez attiré par les métiers d'artisanat. J'ai toujours voulu, c'est pas interdit que je le fasse un jour, de monter une boîte de menuiserie. Ouais, ok. Et donc peut-être qu'un jour je ferai ça. Je sais pas trop ce que je ferai, franchement. J'aime bien ce que je fais aujourd'hui, donc je réfléchis pas trop à des plans B. Ok. Et tu as rencontré donc des centaines de pionniers. Est-ce qu'il y en a un ou deux que francophones, parce que moi je suis un francophone, que je devrais interviewer sur ce podcast? Ah, bah écoute, si tu l'as pas déjà fait, Clinitex, Edouard Pic, dans le documentaire. C'est juste brillant, ouais. Après, un peu plus inaccessible parce qu'il est pas trop dans le coin, mais Julien Tuffery, absolument génial. Ah si, une boîte qui est pas trop loin, c'est Proginov. Oui, bien sûr. Que je trouve génial aussi. Lucas, tu connais déjà. Oui. J'ai eu le T'as fondateur. déjà eu Gilles? Ouais. Ok, trop bien. Ouais, qu'est-ce que je peux te recommander en France aussi que j'ai trouvé trop intéressant? Je vais te recommander en off quelqu'un et on verra s'il sort. Je peux pas dire son nom ici, mais je te recommanderai parce que si jamais il accepte d'être au micro, ce serait trop cool. Je pense que ça plairait beaucoup. Ok, bah tu me diras ça. Bah écoute, un grand merci. J'avais une question pour ceux qui veulent prolonger l'après épisode par où on commence dans ton univers. Et ben je leur disais, il y a une vidéo d'une demi-heure à regarder. Ouais. Absolument, tu as la réponse à la question que je t'avais pas posée. Et dernière chose, si on veut te joindre, LinkedIn. Mais c'est pas toi qui réponds. Si, sur LinkedIn, c'est moi qui réponds. Ah, tu réponds quand même au message. Okay. Je réponds pas à tout, mais je réponds. Ok. si on arrive à faire un message un peu qui sort du commun, je réponds. Bon, bah écoute, Samuel, un grand merci. Un grand merci pour ton temps, un grand merci d'avoir fait un stop à Rennes. Là, je sais que tu repars dans notre pays, à Paris. Ouais. On est à 300 mètres de la gare. Tu as vu sur le TGV. Je surveille l'entrée de mon train en gare. Voilà. On va te souhaiter un bon voyage. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Franchement, un grand merci pour tout ce que tu apportes à la fonction RH, alors que tu n'es pas RH toi-même. Et ça, juste bravo.
parce que on peut s'amuser, etc. Mais il y a du fond. Et j'encourage toutes les personnes qui n'auraient peut-être jamais regardé ce que produit Samuel, ce que fait Samuel, à le faire. Et pourquoi pas. Et j'ai aucune commission, je vous le dis tout de suite, mais allez au Whip Club. Il n'y a pas de commission ni de rétro-commission, c'est pas le sujet. Mais peut-être si vous l'avez jamais fait, allez au Whip Club et puis vous allez découvrir des choses qui vont vous passionner. Merci Samuel. Merci Florent. À bientôt. Ciao. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.